Mercredi 28 avril, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Nuit du Sport sur Spectrum Télévision. C'est une édition consacrée pratiquement à 90% aux arts martiaux mixtes ou encore appelés en anglais MMA. Comme vous le savez, le champion du monde des poids lourds UFC, Francis Ngannou, est dans nos murs. Le prédateur, comme on l'appelle affectueusement, est venu présenter au peuple camerounais sa ceinture. Et lundi dernier, la ville de Douala a réservé un accueil exceptionnel à Francis Ngannou. Le champion a été reçu par les autorités de la ville et il y a aussi eu évidemment le tour de ville, occasion pour la population de la cité économique de saluer la bravoure de Francis Ngannou qui hisse ainsi très haut les couleurs de notre pays, le Cameroun. Et la présence justement de Francis Ngannou au Cameroun nous donne l'occasion de nous interroger sur la place même de la MMA dans notre pays. Où en est-on? Faut-il s'attendre à un réel envol des arts martiaux mixtes au Cameroun grâce au phénomène Ngannou? Ces questions et bien d'autres seront posées dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Et ce sera juste après la pause actu, en rappelant que aujourd'hui Francis Ngannou a été reçu par le ministre des Sports qui lui transmettait ainsi les félicitations du chef de l'État. En plateau ce soir, nos différents invités, Jean-Paul Moniemo, entraîneur national de boxe. Il y a plusieurs casquettes. Donc, bonsoir coach. Bonsoir, et bienvenue aux champions. Tout à fait. Également, en plateau ce soir, un Jean-Paul peut en cacher un autre, Jean-Paul Fondio. Lui, il est promoteur de la Cameroun Boxing Academy ici à Douala. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Lydie, bonsoir Jean-Paul, mon homonyme. Bonsoir à Paul. Voilà. Il n'y a que des Pauls ce soir sur le plateau. Paul Wesla Billon, justement, c'est le directeur technique chargé des compétitions de la Ligue nationale MMA du Cameroun. C'est le responsable régional aussi du littoral. Bienvenue Paul. Merci, bienvenue à mes autres amis et grands maîtres, notamment le coach Moyumo, et je connais très bien le promoteur Jean-Paul Fondio et par son œuvre acharnée pour rendre le matériel sportif à la disposition du public et maintenant une salle de sport. Merci. Merci en tout cas messieurs d'être là avec nous ce soir. On va démarrer la première partie de cette émission La Pause Actu par une information sur la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. On cherche la mascotte, on cherche l'hymne officiel de la CAN. Les membres des jurys chargés de sélectionner donc la mascotte et l'hymne ont été installés, c'était lundi dernier, du côté de Yaoundé. Et c'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports, également patron du COCAN. Il a recommandé notamment aux deux commissions dirigées par d'éminents professeurs d'université de redorer l'image de marque du Cameroun en sélectionnant les œuvres de qualité. Plus de précisions dans ce reportage d'Olivier Bouzique. C'est une mission délicate qui les attend. Au regard des précédentes expériences vécues durant les compétitions continentales de football organisées au Cameroun, en 2016, l'hymne de la CAN féminine avait fait objet de vives critiques des fans de football. En 2020, c'est la mascotte du Chan Tara qui avait déchaîné des foudres sur la place publique. Pour corriger les manquements, en vue de la CAN 2021, le jury chargé de sélectionner l'hymne, composé de 13 membres et un secrétariat technique, a été confié au professeur Charles Binambikoy. La mascotte, quant à elle, sera sélectionnée par le jury présidé par le professeur Jean Tabimanga, installé ce jour par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il s'agit, à travers ces visuels, de rechercher la paix, la cohésion, la cohérence, l'entente, la fraternité et le vivre ensemble différent et harmonieux. Suite au lancement du concours il y a 3 semaines, 35 projets de mascottes et 100 compositions d'hymnes venus des 10 régions et de la diaspora ont été déposés à la direction du tournoi. Pour le président du COCAN, les meilleures œuvres retenues devront être en adéquation avec les idéaux de la nation. Tant la mascotte que l'hymne devront être des éléments de galvanisation et de mobilisation des masses intéressées par l'événement, mais également des vecteurs de stimulation pour le marketing, ainsi que des leviers pour une communication efficace sur et autour de l'événement, les œuvres dont la sélection est attendue et que nous espérons, chefs d'œuvre, devront enchanter et enflammer les imaginaires, engendrer de belles émotions et susciter
de tendres et fervents attachements. Font partie des jurys, des artistes, des journalistes et autres acteurs de la société civile. Ils ont une quinzaine de jours pour rendre leur copie. Voilà donc pour cette cérémonie qui s'est déroulée en début de semaine du côté de Yaoundé. Alors, coach Jean-Paul Monimo, par exemple, quand vous entendez mascotte, hymne d'une compétition comme la CAN masculine de football que le Cameroun s'apprête à accueillir à partir du mois de janvier, vous attendez à quoi, par exemple, vous en tant que fan de sport, fan de foot aussi? Oui, j'attends par exemple de la mascotte l'image du Cameroun. Je veux dire, ce qui est un symbole du Cameroun. Le lion, c'est le symbole naturel du Cameroun dans toutes ses disciplines. Donc je pense que la mascotte sera comme d'habitude un lion, peut-être avec d'autres formes de maquillage différentes de la première qu'on a vue. Mais je pense que ça va aussi à première vue, on va sentir un conquérant, quelqu'un qui cherche à gagner, ouais, et qui suscite la peur à l'adversaire. Ça, c'est l'image qu'on doit avoir, pas une image de faiblesse, de quelque chose déjà acquis. Non, il faut que ce soit plutôt quelqu'un qui va chercher à gagner et qui fait peur aux autres. Donc, on devait tout faire, rester dans cette bulle pour que la mascotte soit quelque chose de vrai. Maintenant, en ce qui concerne l'hymne doit être quelque chose de pas très compliqué, facile à chanter pour tout le monde, parce qu'en cas de victoire, tout le monde devait chanter cet hymne. Donc, ça doit être quelque chose de gai et de facile, pas compliqué, pas trop de versets à l'intérieur, quelques deux, possible pour tout le monde à répéter et en chœur. Là, ça devait être l'objectif visé et qui rend gai, qui donne la victoire, la joie. Sont également les mêmes attentes, Paul? Oui, pratiquement, parce que nous sommes Camerounais, nous sommes déjà très fiers de cette image du lion, parce que c'est le roi. Et nous avons eu une première expérience avec le Chan. Nous avons vu un peu à quoi ce lion ressemblait. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons ici l'opportunité de redessiner ce lion, le redessiner et le rendre, comme le coach Monimo le disait tout à l'heure, plus expressif. Voilà. Et je suis toujours d'avis, en ce qui concerne l'hymne, que ce soit quelque chose de gai qu'on puisse partager à tout moment, qu'on puisse relayer, que ce soit pour nous un cri, par exemple, de ralliement, avec beaucoup d'énergie, parce que ce soit le but ou même l'envie juste de porter l'équipe vers l'avant, nous avons besoin de cela. Et même si ce sont d'autres matchs qui se jouent, je me dis que nos attentes principales seraient qu'à la seule entente, à l'écoute seulement de l'hymne, que tout le monde, pour ceux qui ne sont pas directement au stade, puissent être connectés, soit par le biais des autres moyens de médias. Donc, forcément, ça doit être quelque chose d'assez mobilisateur. Quelque chose d'assez mobilisateur, parce qu'on se souvient quand même que par le passé, et Olivier Bouziki faisait bien de le relever dans le reportage, il y a eu de grosses polémiques autour de la désignation de la mascotte officielle, par exemple du Chan. La proposition, souvenez-vous, retenue par le comité d'organisation, n'avait pas véritablement été applaudi par les fans de foot et la polémique avait pris de l'ampleur au point où le comité avait été obligé de faire marche arrière et de changer, de trouver une nouvelle mascotte. D'essayer de moduler. Tout à fait. Et pareil aussi, 2016, lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin ici au Cameroun, l'hymne de la compétition avait été aussi critiqué. Et à l'époque même, on se souvient que l'artiste Charlotte Dipanda avait dû faire une petite sortie pour essayer d'expliquer, d'arranger les choses. Mais dans la tête des gens, ça ne passait pas parce qu'on estimait, Jean-Paul, Jean-Paul Fondio, que cet hymne-là, c'était assez
c'était pas dynamique. C'était pas dynamique, c'était trop calme. Alors qu'une compétition de foot, ça doit véritablement aller vite. Alors, est-ce que aujourd'hui, là, c'est plus la CAN féminine, c'est la CAN masculine que le Cameroun s'apprête à accueillir à partir du 9 janvier prochain. Les œuvres retenues pourraient-elles être justement à la hauteur des attentes, selon vous? Merci pour la parole donnée. J'ai eu la chance en 1998 de participer à la Coupe du Monde en France. Dès 1997, déjà, on avait commencé à préparer les stadiers, à préparer le défilé de mode qui devait avoir lieu le jour de la finale. Et tout était réglé longtemps avant. J'ai comme impression que chez nous, on s'y prend toujours. Ah ouais, parce qu'on est à quelques mois quand même. Oui, à la dernière minute. Et les désagréments de dernière minute sont souvent vraiment désagréables, si je peux me permettre cette tautologie-là. Donc, j'étais tout jeune encore à l'époque, en 1972, quand on a organisé la première Coupe d'Afrique des Nations. L'hymne était connu depuis longtemps, on chantait, on l'avait déjà mémorisé. Mais là, à quelques mois de la CAN, on en est encore à sélectionner, à lancer le concours. J'ai comme impression que c'est un peu tard et qu'il faille aller beaucoup plus vite que ça. La mascotte, par exemple, franchement, la mascotte, c'est quelqu'un qui est dans une espèce de tunique. Il faut avoir le temps pour fabriquer, c'est un genre de combinaison en plumes. Et l'intérieur n'est pas climatisé. Il faut faire du fitting. Il faut même, je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, on envoie la mascotte soit en Chine ou en France pour lui prendre les mesures, parce que si on envoie comme ça, ce n'est pas une tenue qui va à tout le monde. On va s'étonner de savoir que oui, il est dedans, il a trop chaud, parce qu'il ne s'est pas acclimaté. Il a des yeux, mais il n'arrive pas à voir. C'est pas bon. Donc, les désagréments des dernières minutes, là, c'est pas... Est-ce que ce sont des réglages qu'on ne peut pas faire ici? Oui, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs du passé. Cette CAN, c'est une CAN qui aurait déjà dû être jouée il y a 3 ans. Et nous en sommes encore aujourd'hui à dire, oui, il y a des commissions de ceci, il y a des commissions de cela. Alors que ça devait être déjà fait depuis longtemps. On devait plutôt être en train de rôder. Donc, si cette CAN échoue, ce sera un échec collectif. Si cette CAN est réussie, ce sera aussi une réussite collective. Moi, personnellement, depuis la dernière CAN, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'avais investi dans les produits dérivés. J'avais acheté tout un stock de maillots que je devais floquer aux couleurs des pays invités. Mais à la dernière minute, il n'y a pas eu de CAN. Toujours à cause des histoires des hommes, quoi. Je ne sais pas pourquoi nous, avec toutes les intelligences qu'on a, là on parle de professeurs, c'est tous des éminences grises, je ne comprends pas. Pourquoi au moment où il faut mettre cette intelligence-là en pratique, on est toujours en train de passer à côté. Donc je souhaite... La CAN est quand même prévue en janvier. Oui, elle est prévue en janvier, mais il y a tellement d'imprévus, on ne sait même pas si le Covid là, qui a empêché la dernière ne va pas s'accentuer, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc ce qu'on peut déjà faire, il faut qu'on le fasse vite et bien. Mais il y a quand même eu le CHAN aussi. Oui. Ça peut quand même vous rassurer que le Cameroun pourra accueillir la CAN. Oui, bien sûr, on a reçu le CHAN, c'était bien déjà. C'était un galop d'essai. On a marqué l'essai, maintenant il faut le transformer. Peut-être pour sortir de la question, Jean-Paul Monimo, c'est vrai qu'il disait, en temps normal, on devrait déjà avoir cet hymne-là. Question d'incruster ça peut-être dans les mémoires et que cela devienne quand même peut-être un cri de ralliement, vous le signez tout à l'heure aussi, c'est important. Oui, en fait, si vous dites ça, c'est que vous ne vivez pas au Cameroun, c'est normal, vous ne vivez pas ici. Chez nous au Cameroun, les choses c'est comme ça, nous le faisons toujours à la dernière minute. Vous n'avez que la route qui va au stade, déjà pour moi, sortie est. Dès qu'on annonce une compétition, on fait des petits travaux et après, dès que c'est passé, on arrête. Donc,
Cette route n'existe pas pour que les gens puissent circuler, elle existe quand il y a un événement. Vous comprenez? On va trouver les moyens pour bricoler ce qu'on pourra faire et s'en sortir. Mais ça, c'est depuis un certain temps qu'on fonctionne au Cameroun comme ça et c'est pas bon du tout. C'est toujours de l'improvisation à la dernière minute. Ben, on va vous dire, il n'y avait pas l'argent avant, mais ensuite, on pouvait faire. Donc, moi, je pense c'est déjà tard. C'est déjà tard. Ce qu'il dit, on aurait dû faire ça avant pour que tout le pays soit dans le bain. C'est pas fait. Ben, on va rapistoler comme on peut le faire et faire la CAN à la dernière minute. On n'a pas de choix maintenant. On est aussi en retard sur ce point, Paul. Bon, personnellement, je ne suis pas tellement surpris. En réalité, aujourd'hui, même si on n'a pas le droit de le dire, on s'accoutume un peu de cette façon de faire. Et nous pouvons croire que les choix seront faits. Maintenant, est-ce qu'on va impliquer davantage de personnes pour les dernières lignes? C'est-à-dire, par exemple, si sur 35 dossiers, par exemple, de candidature, on en a retenu peut-être 2 ou 3 qui soient significatifs, est-ce qu'on ne pourrait pas les soumettre au public ou alors à une forme de sondage final pour, en définitive... Pour éviter ce qu'on a eu avec Tara. Oui, parce qu'il faudrait qu'il y ait une communion entre le peuple et les choix de nos représentants. Si nos représentants font des choix qui ne nous parlent pas, quelque part, on se sent moins concerné par la chose et peut-être même que ce soit l'hymne ou alors la mascotte ne va pas être quelque chose, par exemple, ne va pas, sur le plan commercial, ne va pas circuler. Parce que la mascotte doit circuler, que ce soit en termes d'image. Je prends l'exemple peut-être des tenues qu'on met. Pour ceux qui se sentent fiers d'une mascotte, on peut en faire peut-être un petit modèle sur sa tenue pour dire par exemple qu'on aime. Mais lorsqu'une mascotte ne nous parle pas, on n'a pas envie de la mettre sur un t-shirt ou peut-être sur un maillot, par exemple. Si un hymne ne nous rallie pas, ne nous dit rien du tout, pourquoi voulez-vous qu'en l'entendant, quelqu'un ait envie d'aller de l'avant ou alors peut-être de se rapprocher? Et aujourd'hui, il faudrait que, bien que ce soit des techniciens qu'on ait pris pour le choix, qu'on écoute aussi tant soit peu le peuple, parce que c'est lui qui ira remplir les stades, c'est lui qui fera le gros de la fête, en plus des joueurs et des communautés qui seront venues. Et ignorer tout de son émotion immédiate, c'est quelque part quand même faire les choses... Est-ce qu'on a le temps pour ça? Oui, je pense... On est 7 mois. Mais ce n'est pas le temps qui est très important. Quelquefois, quand ces gens prennent des décisions, nous avons l'impression qu'ils sont déconnectés du peuple. C'est ça. Et effectivement, quand ils ne savent pas comment le peuple qui vibre au stade, qu'est-ce que le peuple aime. Voilà. J'ai l'impression quelquefois que ces sociologues-là, je ne sais pas si c'est des diplômes, qui sont déconnectés vraiment du peuple. Parce qu'ils vont à la fin, vous allez entendre un gros langage là-dessus, on a choisi des joueurs, et vous allez sentir que le peuple ne va pas se sentir là à l'intérieur. Et on va vous dire des gros noms de toutes ces personnes qui ont pris le temps de faire cette sélection. Si un peu, j'ai entendu qu'il y avait quelques artistes là, qu'ils descendent un peu, joindre ces artistes qui sont en contact permanent avec le peuple. Est-ce que ça va mordre? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour choisir enfin, sans tenir bien sûr compte de certains? Peut-être qu'il y aura même la planification là-bas. Vous connaissez chez nous là. C'est-à-dire que pour choisir, si on a choisi l'hymne qui vient du nord, il faudra que la mascotte vienne du sud. Équilibre régional. Non, vraiment, il y a des choses pour lesquelles on est un peu s'éloigner. Je voulais mettre à défi. Par exemple, il y a le chant, mais personne d'entre nous n'a un modèle réduit de la mascotte. Ça ne nous dit rien du tout. Personne n'a même un souvenir, c'est déjà passé. Parce qu'en réalité, ça ne nous parlait pas. Ça ne nous parlait pas. Non, si c'est bien et que ça vient même d'une seule mère, qu'on le fasse. Par exemple. Ça, oui, ça c'est mon point de vue. Je donne toujours l'exemple quand l'équipe nationale avait ses 11 joueurs et on avait des frères, même des jumeaux dans l'équipe. Ça ne disait rien à personne parce qu'il y avait le résultat. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on est passé à ce que le latéral, il vient d'où, le machin. Non. Et c'est de ça que j'ai peur. C'est de ça que j'ai peur.
Quand nous on fait une sélection dans notre équipe, quand moi je fais une sélection à l'équipe, je n'ai pas besoin de savoir d'où tu viens. Tu es Camerounais, tu es le meilleur dans ta catégorie, basta, c'est bon. Voilà, si quelqu'un veut cette place, tu viens le battre. Tu compétis. Tu compétis. Moi, je pense que seul comme ça, on peut arriver à avoir des gens qui prennent des décisions à temps, qui font du bon choix. Voilà. Vous parliez de la France tout à l'heure, Jean-Paul Fondio. Comment ça s'est passé? Est-ce que il y a les mêmes appréhensions? Peut-être c'est la France, le Cameroun a d'autres réalités. Oui, nous aimons beaucoup tropicaliser tout ce qu'on veut copier, quoi, parce que nous, c'est pas... Le Cameroun n'a pas inventé la roue. Quand il faut faire des choses, il faut faire comme on a vu faire, et il y a des standards internationaux sur lesquels il faut s'arrimer. Je parle de la France parce que je vis en France et que j'ai eu l'opportunité de participer en tant qu'acteur à la Coupe du Monde. C'est moi qui ai formé une grosse partie des stadiers. C'est moi qui, à l'époque, était le responsable des stadiers à la tribune présidentielle à la finale. C'est moi qui ai formé une partie de la brigade anticriminalité qui devait s'occuper de la sécurité autour du stade. Donc, j'ai vu les choses se faire. Et ce n'était pas en 98, c'était dès 97 déjà. On amenait déjà tout le monde. Le stadier, par exemple, lui, il connaissait tous les recoins du stade. Parce que non seulement c'est un agent d'accueil, c'est un agent de sécurité, c'est la première personne qu'on voit, la première image. Et la dernière, parce que c'est lui qui accueille les gens, c'est encore lui qui accompagne. La présence policière, elle est interdite. Donc, c'est des personnes civiles qui font le boulot. Donc, j'ai vu l'organisation, c'était super. Les histoires de mascottes qu'on parle de dernière minute, là, franchement, ça ne nous honore pas. Il fallait faire ça avant. Il fallait proposer même plusieurs hymnes il y a peut-être un an. De façon même à lancer un sondage à travers les médias comme le vôtre pour que la masse populaire décide que bon voilà l'hymne que nous souhaitons pour notre CAN, pour faire en sorte que tout le monde se sente impliqué. Mais quand c'est en conclave, je sais pas moi, une réunion d'une dizaine de bien-pensants qui vont choisir pour nous, sans demander notre avis, c'est pas toujours sûr que ça sera à notre goût. Donc, j'ai pris toutes ces personnes qui ont la chance, parce que c'est une chance d'être désigné. Hein, c'est une lourde responsabilité. Oui, c'est une lourde responsabilité. Il faut se montrer digne de ces responsabilités-là. De faire en sorte que tout ce qui sortira de là honore et eux-mêmes, et le pays, et nous avec. D'accord, merci bien. Et on attend. Oui, on va attendre ce que le jury va décider. Le moment venu. Donc, on ne peut pas avoir la position de tous les Camerounais. Non, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Quelques personnes qui décident pour tous. Tout à fait. Merci bien. On va donc passer à la seconde partie de cette émission consacrée au débat. C'est un accueil donc triomphal que les autorités et les populations de la ville de Douala ont réservé lundi dernier à Francis Ngannou. On parle MMA dans cette seconde partie. Après avoir, souvenez-vous, établi au mois de mars dernier un nouvel ordre en détrônant l'Américain Stipe Miocic, le nouveau et incontesté champion du monde de poids lourd de l'UFC est venu présenter sa ceinture au Cameroun. C'est son pays natal. Rencontre avec le gouverneur de la région du littoral, tour de ville sous les applaudissements des habitants. Le lundi après-midi a été très mouvementé ici dans la cité économique. Et la présence de Francis Ngannou au Cameroun est donc l'occasion pour nous de nous interroger sur le fonctionnement de la MMA dans notre pays. Où en est-on exactement? Quelle place occupe la MMA au Cameroun? Faut-il s'attendre à un réel décollage des arts martiaux mixtes dans notre pays grâce au phénomène Ngannou? Avant de poser ces différentes questions et bien d'autres à nos invités, nous vous proposons de revenir sur ce retour triomphal de Francis Ngannou. C'était à Douala lundi dernier grâce à MTN. Regardez.
Nous sommes tous d'accord. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui devant les Camerounais. Ça fait un mois que j'attends impatiemment ce jour et finalement c'est arrivé. Ça fait chaud au cœur de voir la population qui est là, tout le monde qui s'est mobilisé pour cet événement, pour la venue à la maison. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'avez apporté parce que c'est ce soutien-là qui m'a permis de tenir le coup jusqu'ici. Il y a 3 ans, j'ai échoué ma mission et je vous ai promis que j'allais ramener cette ceinture à la prison. Et c'est grâce aux encouragements quotidiens que je reçois de vous, qui est ma motivation, qui est ma force. C'est grâce à ça que j'ai pu accomplir cette mission. Comme tous les Camerounais, bien entendu, je pense qu'on est tous imbattables, parce qu'on est tous forts. Merci à tous. Il m'est particulièrement agréable de venir avec vous cet après-midi, réserver un accueil chaleureux aux champions du monde, Gadou Francis, ici présent. Il était de bon ton, étant parti à la bataille au-delà des océans et qui revient avec le trophée le plus élevé dans sa discipline. Je disais qu'il était de bon ton que la ville de Douala, qui a connu son ascension, soit ainsi au rendez-vous de ce résultat, au rendez-vous de cette étoile brillante. Gadou est un exemple palpable d'un Camerounais qui sait se battre contre vents et marées. Un Camerounais qui a traversé des étapes les plus difficiles de la vie et qui, croyant en lui-même, s'est hissé au sommet du firmament sportif mondial. Nous lui disons félicitations et nous voulons lui dire qu'au nom du chef de l'État que nous représentons dans la région du littoral, qu'il soit le bienvenu et que le Cameroun devra toujours compter sur lui. Maman Nganou est également dans la salle, si elle peut se lever. Nous voulons vous dire également merci pour cette providence. Dieu a voulu que vos entrailles nous donnent un Moïse sportif. Et nous vous félicitons pour cette bénédiction qui l'accompagne toujours. Suivi du passage des autorités de la ville de Douala.
retour en plateau, après vous avoir proposé ces quelques temps forts du retour de Francis Ngannou au Cameroun. C'était ici même à Douala à lundi dernier. Francis Ngannou qui ce mercredi a été donc reçu par le ministre des Sports et de l'Éducation physique du côté de Yaoundé. Il était question de transmettre de manière physique la lettre de félicitations du chef de l'État au champion du monde. Alors Paul, vous êtes mobilisé quand même pour aller attendre votre champion? Bien entendu, tout Camerounais de Douala et même des environs, d'autres sont même quittés depuis l'ouest pour venir accueillir. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un filtre au niveau de l'aéroport. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas souvent l'habitude d'y aller, l'accès n'est plus comme auparavant. Donc ça a été très difficile parce que l'arrivée était prévue à 14h et d'aucuns étaient là un peu plus tôt, sous le soleil. Et il n'a été possible de le voir qu'à proprement parler chez le gouverneur, donc autour de 17h, 16h30, 17h par là. Donc ce n'était pas facile, mais après il y a eu tout ce mouvement que nous pouvons voir relayé dans les médias. Jean-Paul Fondio, vous êtes allé regarder quand même? Non, malheureusement, je n'avais pas eu l'information. C'est bien plus tard que j'ai su qu'il arrivait. J'aurais pu, si j'avais eu cette info. Mais je suis ému et très heureux pour Francis. En fait, je suis ému pourquoi? Parce que je le voyais souvent sur photo. Et je me disais, mais ce visage me parle. Je ne me souvenais pas où est-ce que je l'avais rencontré. C'est quand votre collègue David Eyenge qui m'envoie une capture d'écran sur une interview qu'il a faite, là où il me remerciait de lui avoir offert à l'époque du matériel. Je me dis, ben oui, je savais que je connaissais ce garçon. En fait, un jour, j'étais à mon bureau, puisque je suis équipementier dans le matériel sportif. J'ai vu un gaillard arriver avec un parent à lui, disant, voilà, j'amène mon fils là, on a besoin des équipements, mais on n'a pas beaucoup d'argent. J'ai dit, ouais, comme on dit chez nous ici, ouais, on va alors faire comment pour ce jeune homme? Je le vois, il est tout beau, il est tout fort et tout. Il me dit, bon, nous, on n'a que 50 000, mais il a besoin de ci, de ça, de ça. Je leur ai donc donné du matériel pour ce qu'ils avaient comme bourse, quoi. Et puis, en partant, donc, j'ai dit, bon, pour t'encourager, j'avais un short de boxe en rayon. Je le lui ai offert. Et c'est de ça qu'il s'est donc souvenu l'autre fois, là, quand il est venu combattre contre notre ami Oga. lors d'une interview, il dit que bon, il se souvient quand il était en galère, M. Fundio lui a... J'ai dit, ben, c'est super. Donc, il y a quand même la reconnaissance. La reconnaissance et tout ça, ça vaut des millions qu'il pourrait me donner. Ça vaut des millions. Mais aujourd'hui, je suis heureux pour lui. Mais ce qui m'aimait le plus, c'est qu'il n'oublie pas son passé. Parce que là, on voit toutes les autorités qui lui font une aide d'honneur. Il est devenu le champion du monde. C'est normal ou pas? Oui, c'est normal. Voilà. Mais il faut souvent que nous évitions de récolter ce que nous n'avons pas semé. Ce garçon aurait pu être champion depuis longtemps, mais il est arrivé en Europe à pied. Il a galéré ici, il n'y avait pas personne ne l'a aidé. À part mon ami Moyemo aussi qui lui donnait des cours de boxe et moi qui lui ai offert des équipements pour aller s'entraîner. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre lui ait tendu la main. Il n'avait pas de sous, il a marché à pied. Vous vous rendez compte, passer par le désert, traverser la Méditerranée en nage, alors qu'on ne sait pas s'il a des talents de nageur et tout. Et aujourd'hui, il arrive, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est champion du monde. C'est champion du monde. Les autorités, si ça se trouve, bientôt il va être reçu par le président. Aujourd'hui, il était reçu par... Mais je suis heureux pour lui. Mais il faudrait que nous apprenions à récolter ce que nous avons semé.
Des Francis Ngannou comme ça, il y en a plein ici au Cameroun. Nous avons un réservoir de champions. Rien qu'ici, là, à aider à côté, là, je suis sûr que... Parce qu'il faut souvent se dire des vérités. Nous avons un vivier dans la Sanaga maritime ici, là. On a des personnes bâties pour ce genre de sport-là. C'est-à-dire que rien que leur force athlétique, la grandeur, les muscles saillants et tout, c'est des personnes qui sont faites pour ça. Quand vous prenez par exemple l'équipe nationale du Cameroun de football, regardez par exemple les gens comme les Massing, les Sinkot, les Bell, les Mila, les Mboma, les Song, frères et cousins. C'est des gens qui sortent généralement d'un même aire géographique. Donc c'est un vivier de sportifs que nous devrions encadrer. Nous devrions leur donner la chance de nous amener plusieurs médailles comme celle que Francis vient de nous apporter là. Et s'il y a quelqu'un qui est très heureux, on imagine aussi hein, sur ce plateau, c'est bien vous, coach Monyemo. Bon, disons que je ne suis pas le plus heureux parce qu'il y a plein de Camerounais qui sont très heureux. Ouais. Je suis un enseignant et je transmets les connaissances aux jeunes pour qu'ils puissent gagner leur vie. Donc, c'est l'un de ceux qui a gagné sa vie par les notions qui lui ont été transmises. Donc, et il y a beaucoup d'autres aussi comme ça qui sont des champions du monde en boxe. Mais il y a eu beaucoup de communication autour de Francis par rapport aux autres. Notamment les Carlos Takam, Sakio Bikai, Goudio Eman, Dan Massan. Vous comprenez, ils sont nombreux qui ont été champions du monde en passant par chez moi. Mais il y a eu beaucoup de communication autour de Francis. Et parce qu'il est sorti de la boxe pour aller faire le MMA. Donc la boxe a été pour lui une base. Et quand vous regardez la majorité de ses combats, il les gagne debout, sur coup de poing. C'est un crochet, c'est un hypercute. Son spécial, c'est l'hypercute. Ça, c'est les coups de boxe. Il a une base qui lui permet d'aller assez loin. Donc, nous sommes heureux, nous sommes très contents de le voir revenir à ce niveau. Et il y a quelque chose de particulier avec Francis, c'est qu'il est toujours attaché au pays, à la sauce. Oui. Tout le temps, quand il a un peu de succès, il rentre au pays fêter avec nous, il est toujours à la salle de boxe. Je sais qu'après tout ça, après avoir rencontré le ministre, le président, tout le monde, il va revenir à la salle, passer du temps avec nous, donner des conseils, donner des conseils à ces jeunes. Parce que pour beaucoup, quand ils ont une petite difficulté, ils s'arrêtent là. Non, il a vaincu, il a traversé les difficultés. Et si vous voyez la plupart de ceux qui sont champions du monde, ils sont passés comme ça. C'est-à-dire, je veux dire, les Camerounais, soit on est allé à une compétition, c'est-à-dire aux championnats du monde en Occident, ou aux Jeux Olympiques, ils sont restés. Oui. Ils sont restés parce que après, quand vous demandez, gars, pourquoi, ils vous disent, on n'a plus rien à exprimer. Chez nous, on est champion d'Afrique. On ne sait plus quel titre on va gagner au pays. Autant mieux s'exercer ici, on est professionnel, on va gagner notre vie avec ce qu'on sait faire. Donc, pour la plupart de ces enfants, ils n'ont pas eu un carnaval ici qui puisse leur permettre d'atteindre le CIM, c'est-à-dire être champion du monde. Donc, ils vont, comme ça ailleurs, se battre avec ce qu'ils ont ici comme base. Et je suis très fier de Francis. Et je peux dire, bon, comme dans chaque métier, il y a un don. Je peux dire que j'ai ce don de détecter les meilleurs, ceux qui vont aller loin. Parce que d'entrée de jeu, quand ils arrivent en salle, après quelques séances, je peux vous dire déjà que si celui-ci tient la route, s'il résiste aux entraînements, il pourra arriver à tel niveau. Parce qu'il y a des capacités naturelles que les êtres humains ont au départ. Donc, depuis que Francis est champion du monde, j'ai eu des parents qui m'ont amené encore des poids lourds en salle. Et je vous le disais à côté, parmi ces enfants, j'ai vu un, lui ne sait pas encore, mais il a les capacités d'aller loin, d'être un bon champion. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais si après, ses parents sont affectés à Djombe ou à
dans un coin où il n'y a pas de salle de boxe. C'est terminé. Ouais. Et ils sont nombreux comme ça ici. Nombreux comme ça. Quand je mets une vingtaine en formation, parce que je mets généralement en vague, en formation, et à la fin de la vingtaine, j'aurai au minimum 10 qui seront au moins champions du Cameroun. Ça, je suis convaincu. Qui vont arriver à être champions du Cameroun. Ceux qui vont être au niveau africain, on aura peut-être 5. Et après, champion du monde, ou vice-champion du monde, ils vont titiller le championnat du monde, au moins 2 dedans. C'est comme ça, donc ça, la pyramide, quoi. Ouais, ça laisse des uns à certains niveaux et ainsi de suite. Mais Francis, d'entrée de jeu, ça se remarque. Il est venu, il avait déjà fait beaucoup d'efforts physiques, peut-être en changeant du sable et tout ça, je ne savais pas. Ouais. Mais d'entrée de jeu, quand il est arrivé, j'ai vu un gaillard qui avait des capacités physiques. Et j'ai dit à son oncle qui l'avait amené, j'ai dit, s'il a la volonté, et s'il a de l'endurance, on espère, je pense qu'on en fera un champion. Quand vous le regardez, par exemple, par rapport aux autres lots, regardez son bras. Regardez, c'est des longs segments. Ses bras sont plus longs que les autres lots. Vous pouvez désormais faire cette regarder. Et donc, il peut toucher sans qu'on le touche. Vous allez voir la dernière photo, le crochet qui dans la musique a tendu complètement son bras. Mais lui, il a un bras courbé, mais il atteint. Mais musique ne touche pas. Donc, il a des très grands segments et il est puissant. Ce qui manque chez les lourds, c'est la vitesse. Et Francis a cette vitesse naturellement. Il va vite. Il a le cran. Beaucoup de lourds ont le cœur au talon. Mais lui, il a déjà ça naturellement. Il est courageux. Les grandes catégories n'ont pas ça. Vous qui êtes des combattants, vous connaissez. Les plus courageux, c'est les petites catégories. Mais les grands, là, parce que le coup fait mal, parce que c'est très lourd à ce niveau, beaucoup n'ont pas le cran et n'y vont pas. Mais lui, il a ce cran, il a de la vitesse. Il peut rester champion pendant longtemps. Tout à fait. S'il continue à s'entraîner à ce niveau, il peut rester longtemps champion. Bon, la suite, on va parler. Tout à fait. Oui, Paul. Oui, je voulais revenir sur ce qui est fait. Parce qu'il est trop facile de dire ce qui n'est pas fait. Actuellement, concernant le MMA surtout, je suis obligé... On parle de Francis Ngannou là. Oui, je sais. Ça, c'est la seconde partie du débat. Donc, on reste un peu sur Francis Ngannou. Oui, allons-y alors dans ce cas. Mais n'oublions pas cette partie. Hein. On va voir comment... Je l'ai annoncé dans l'introduction de cette émission. Comment est-ce que ça fonctionne? Où en est-on? Ça, c'est la seconde partie du débat. Parce que c'est important quand même c'est quand même historique ce qui se passe. Oui. Et c'est important de marquer un temps d'arrêt pour féliciter nos champions, bien pour sûr. Davantage communiquer aussi sur leur parcours. Jean-Paul Fondio en a parlé, le coach en a longuement parlé aussi, en faisant bien de rappeler que Francis s'est passé par la Sablière pour pouvoir payer ses frais de scolarité, Moto Taximan, et puis un jour il s'intéresse à la boxe, et même si la famille n'est pas très d'accord, il focalise désormais son attention sur cette discipline. Et le coach Monimo nous a très bien expliqué un peu les caractéristiques physiques qui pourront même encore aujourd'hui lui permettre justement de rester au sommet pendant longtemps. C'est important qu'un Africain, c'est important qu'un Camerounais se retrouve à ce niveau. Quand on sait quand même que l'UFC est un peu ce que la NBA est au basket. Oui, bien sûr. Oui. Donc Francis a eu un chemin pas facile. Pas facile. Ça, il faut le savoir. Et parce qu'il avait tellement envie. Et c'est ce que je dis aux enfants, c'est celui qui a le plus envie qui devient champion. Vous pouvez avoir les mêmes qualités, mais celui qui aura le plus envie va gagner. Et pour avoir plus envie, il faut avoir un manque. Oui, c'est-à-dire que vous devez atteindre, vous avez besoin de l'argent, par exemple, ou d'une reconnaissance. Vous aurez plus envie que celui qui combat pour le plaisir. Si vous êtes à égalité de niveau technique, c'est celui qui aura le plus envie, qui va prendre le coup, va absorber, qui va aller. Vous prenez tous des coups, mais celui qui va le mieux digérer les coups, va gagner le combat. Donc Francis avait cette envie, je le remarque comment au début, il habite loin, il est à Bonamoussadi. Nous on s'entraîne à Nubel. Et je demande comment tu vas faire pour venir aux entraînements.
Il me dit, je vais acheter un vélo. Et peu de temps après, il avait un vélo. J'ai dit, mais il a vraiment envie. Parce que ses enfants, ils m'auraient dit, comme beaucoup d'autres, le soir, après les entraînements, coach, j'ai pas l'argent de taxi pour rentrer, machin. Donc, je dois de temps en temps aider les uns et les autres. Vous êtes combattants, vous connaissez comment ça fonctionne chez nous. Donc, ces enfants, déjà pour qu'ils combattent, j'ai des boxeurs qui viennent de Bonabéry. C'est pas à côté de Nebel. Donc, il y a des moments où on finit les entraînements, ils n'ont rien pour rentrer chez eux, je dois les aider à rentrer. Donc, Francis avait anticipé, il avait payé un vélo et venait aux entraînements avec son vélo. Donc, j'ai compris qu'il avait vraiment envie d'arriver. Voilà. Donc, il y a cet engagement, cette volonté qui amène aussi à être champion. J'allais vous demander quel genre de sportif il était quand vous l'avez ici à Douala, quoi. Oui, il était discipliné. C'est pas parce qu'il est champion, hein. Il me connaît. Il était discipliné, il parlait peu. Donc, mais je sentais qu'il avait quelque chose de renfermé en lui. Il était un peu renfermé. Il n'était pas dans les commentaires de joie avec ses camarades, non, un peu réservé. Donc, il était ce genre de personne. Juste, coach, j'ai pas compris ceci. Et puis, il se tait. Donc, pas bruyant. Il avait son plan. Oui, il est resté. Pas bruyant vraiment. Hein. Moi, j'étais surpris, même dernièrement, quand il est arrivé en salle, il a pu parler longuement à ses camarades. J'ai dit, mais alors, Francis, il y a eu une évolution. Ouais, parce que maintenant, il doit communiquer. Et je crois qu'il apprend à communiquer. Mais avant, c'était pas ça. C'était un gars un peu timide. Ouais. Mais plein de volonté. Plein de volonté. Et avec un parcours aussi pas du tout évident, on l'a longuement dit sur ce plateau, de nombreuses tentatives infructueuses, hein, Niger, Algérie et autres Maroc. Il avait quand même pu traverser la Méditerranée pour se retrouver du côté de l'Espagne, puis après ça a été en France. Il a été son papier, comme on le dit généralement, mais loin de le décourager, il a tenu bon et a continué d'avancer. Il faut quand même souligner qu'il se retrouve dans une salle de boxe à l'est de Paris et disons que là débute aussi une nouvelle page de sa vie, qu'arrive ensuite à débarquer à la MMA Factory. En moins de 2 ans, il est repéré par l'Ultimate Fighting Championships, UFC, la plus prestigieuse ligue des arts martiaux, MMA au monde. La suite de son histoire, on la connaît un peu actuellement. Mais on va quand même souligner, Jean-Paul Fondio, qu'au vu de ce qui précède, la vie de Francis Ngannou n'a pas toujours été la success story qu'on enregistre, qu'on voit actuellement. Hein. Effectivement, la vie n'est pas une ligne droite qui va de l'abscisse à l'ordonnée. C'est plutôt une spirale où s'alternent des duos de polarité. Aujourd'hui, il y a le bien, hier il y avait le mal. Aujourd'hui on est heureux, après on est malheureux. Et il faut se dire une chose, c'est que chaque personne, chaque être qui arrive sur Terre a une mission à accomplir et un rôle à jouer dans la société. Maintenant, la difficulté, c'est comment faire usage de ce don. Il y a des gens qui arrivent, ils ont l'intellect pour devenir, par exemple, des grands journalistes comme vous. Et il y en a qui ont leur beauté et qui font valoir la beauté naturelle que Dieu leur a donnée et qui marchent, qui se déhanchent et gagnent leur vie avec. Il y en a qui ont la faculté de devenir des professeurs d'université, des grands avocats. Bon, il y en a aussi à qui Dieu a donné le don de courir derrière une boule de PVC, de marquer une vingtaine de buts par an et devenir des stars. Donc c'est à chacun de puiser en soi, de rechercher en soi ce à quoi il est fait. Quel est l'énoncé de l'émission pour laquelle on l'a envoyé sur Terre? Donc, Francis Ngannou, lui, je ne sais pas quel est son niveau d'études, mais il a senti en lui qu'il avait une mission. Et cette mission,
Il a dans ses poings. C'est-à-dire que les autres ont dans la tête, d'autres ont dans les pieds, mais lui, il les a au poing. C'est quelque chose qu'on ressent. Oui, comme on ressent. Personnellement. Il faut maintenant chercher à ressortir cela et l'utiliser à bon escient. Il y en a beaucoup comme lui, mais faute d'encadrement. Il y en a beaucoup. Je pense que si on va à la prison de Nubel, on va trouver beaucoup de personnes qui ont cette force-là et qu'on n'a pas su encadrer. Et comme on se dit, bon, écoute, on ne peut pas être fort et mourir de faim, ils ont utilisé cette force-là. Et malheureusement, la loi les a rattrapés. Bon, maintenant, ceux qui ont donc la chance d'être élus pour guider ces personnes-là devraient tout faire pour faciliter l'obtention des résultats. J'ai offert à l'époque un short à Francis qui lui a porté bonheur et j'en suis fier. J'ai fait mieux que ça. Et je suis heureux aujourd'hui de me retrouver en face de Jean-Paul, mon homonyme, qui est le patron national de la boxe. Paul aussi, à ma gauche, c'est le patron du littoral de la boxe. Or, on ne peut pas, les boxeurs n'ont pas la chance que les footballeurs ont. On a utilisé presque le budget de l'État pour offrir aux footballeurs des aires de jeu, des stades où ils vont s'exprimer. Mais malheureusement, pour nous autres boxeurs, déjà vous-même les médias, vous nous traitez de sport mineur. Hein? Les gars, c'est les sports mineurs. Or, si on regarde bien, c'est les sports dits mineurs là, qui rapportent le plus de médailles. Tout à fait, tout à fait. Il y a combien de champions de boxe? Il y en a plusieurs au Cameroun. Les Joe Bessala à l'époque, la première médaille olympique est arrivée au Cameroun grâce à la boxe. Si on cherche les champions d'Afrique, il y a pléthore. Rien qu'en karaté, je ne sais pas s'il n'y a pas une vingtaine de champions. Donc, nous, qu'on traite de mineurs, là, c'est nous qui rapportons le plus au pays. Donc, nous, on n'a pas cette chance d'avoir les infrastructures de l'État. Mais moi, j'ai pris sur moi d'offrir au Cameroun 2 rings. Le premier ring, il se trouve à Mbouda. À l'époque, on m'a dit, ouais, Mbouda, c'est trop loin. J'ai dit, mais vous dites qu'Mbouda est loin, alors que si on vous appelle à aller jouer, aller boxer en Chine, vous allez partir. On m'a dit, ouais, ben, de temps en temps, le regroupement de l'équipe nationale, on est allé les entraîner à Azerbaïdjan, au Maroc. J'ai dit, mais vous allez dans des salles où il n'y a même pas suffisamment d'équipement comme ce que je vous ai offert ici. Le patron de la boxe qui est ici présent est venu une seule fois à Mbouda utiliser ce ring. Depuis, je ne l'ai plus jamais vu à Mbouda. Les fédérations ont dit, ouais, comme tu aimes trop la boxe, là, va donc jouer, va donc boxer. Du coup, le fameux ring olympique de Mbouda est devenu le podium des mariages. J'avais fait en sorte que c'était une plateforme. J'ai enlevé les mâts et les cordes. Et les mariés qui viennent utiliser la salle sont sur le ring. Et les invités sont en bas et ils sont heureux. Donc c'est une autre déclinaison que je n'avais pas prévue. Mais comme la nature a horreur du vide, la salle, le ring olympique de Mbouda, alors qu'on manque de ring au pays, est là. De toutes les façons, les cordes et les mâts sont encore là. Le patron de la boxe vous a dit quoi? Le voilà, non, demandez-lui. Demandez donc à Jean-Paul Moyemou, qui est le patron de la boxe. Coach, qu'est-ce qui s'est passé alors, avec une infrastructure pareille quand même? En fait, c'est pas... Les infrastructures sur place servent à l'entraînement et des salles de compétition. Sa salle, quand il dit nous on va à Azerbaïdjan, machin, pour au Kazakhstan et tout ça, c'est vrai. Le problème, c'est pas quand nous on va dans ces pays, c'est pour chercher les sparring de haut niveau. Parce que nos enfants, ils vont rester à Douala ou à Bouddha, ils auront les mêmes sparring. C'est-à-dire les adversaires, ils les connaissent. Ils connaissent tous ces adversaires-là. Et ils savent leur manière de boxer. Il n'y a pas de variété. Nous, on va à Azerbaïdjan ou au Kazakhstan, parce qu'en face de nous, on aura des gars qui ont fait des compétitions de très haut niveau, et on aurait une grande variété, plusieurs équipes. Parce que les Italiens, les Français, quand on va là-bas, on les rencontre. Les Italiens viennent là-bas, les Français viennent, et tout le monde vient des autres pays. On se retrouve là-bas, et il y a des échanges.
Vous allez boxer le gaucher, vous allez boxer le cubain. Ça fait la richesse pour le boxeur. Bonne connaissance, et même pour nous les coachs, à savoir quelle tactique on peut mettre sur pied pour telle autre compétition. Quand on reste sur place, avec les mêmes sparring, on n'évolue pas. Vous pouvez faire 10, 15, 20 rounds, mais si c'est avec la même personne, vous savez comment elle réagit, comment elle va réagir. C'est pas normal. Vous ne progressez pas. C'est pour ça qu'on va vers les sparring, qui généralement sont même plus forts que nous, au départ. Mais à la fin du stage, quand on fait des grands tournois, nous sommes dans les premières marches du podium. Et ça, je dis que c'est une bonne chose que d'aller faire des stages ailleurs. Et si chez nous, comme à Bouddha, vous avez un ring, on peut faire des stages au niveau régional pour le championnat du Cameroun. Mais pour l'équipe du Cameroun, si une compétition est au Cameroun, on peut faire un stage chez vous, en faisant venir les enfants de plusieurs régions. Mais ça ne s'est jamais fait. Oui, mais ça dépend, c'est pas moi qui décide. C'est qui alors? C'est le budget qui décide de là où on peut partir. Si on nous offre seulement les hôtels à Yaoundé, comment voulez-vous qu'on se déplace pour Bouddha? Si on dit, Monsieur Moyemo, vous avez 2 semaines de stage avec votre équipe à Yaoundé, vous êtes dans tel hôtel. Et parce que ces hôtels-là peut-être sont, je ne sais pas, sous-traitent. C'est-à-dire qu'ils nous donnent à manger, nous logent d'abord en attendant d'être payés par le ministère. Comment voulez-vous que moi je puisse décider de quoi? De rien. Je vais et je trouve les moyens que je peux utiliser sur place pour entraîner les enfants, pour qu'ils soient prêts le jour de la compétition. Ce qui concerne les finances, la logistique, c'est pas moi. Je suis sur la partie purement technique. Ok, je fais des propositions. Pour rebondir sur la partie technique. Ça vous... non, pas du tout. Des arguments. Ah, vous n'êtes pas convaincu? Non, ça ne me convainc pas. Pas du tout. Maintenant, on m'a dit que Bouddha est loin. J'ai monté un autre ring ici à Douala, à Lobessou. On trouve encore que Lobessou est loin. Pourtant, c'est dans Douala 5e. La première personne que j'ai appelée le jour, j'ai dit JP, pardon, viens, j'ai une surprise pour toi. La première personne qui a vu ce ring, c'était encore lui. J'ai dit, bon, je fais comment? C'est important que vous soyez vraiment là tous les deux ce soir. On est en train de se taper, on est des frères, on est des amis, mais l'ami n'est pas toujours celui qui te met le bon, dans le bon sens. Là, j'ai un super ring à Lobessou. J'ai commencé les galas l'autre jour, il y a 2 semaines. Je trouve encore des oppositions. Il y a des fédérations, des responsables des fédérations qui sont venus là-bas demander aux jeunes de ne pas compétir. On leur demande, ils ne compétissent pas. Pourquoi? Parce que la salle n'est pas affiliée. J'ai dit, attends, vous voulez que je m'affilie? Je vous donne l'espace où vous allez venir vous entraîner et faire vos compétitions gratuitement, et vous demandez aux enfants de ne pas compétir parce que vous voulez absolument que je vous donne 25 000 francs pour m'affilier. Ok, si je ne suis pas à 25 000 francs près, si je donne les 25 000 francs le jour, vous avez besoin de ma salle pour faire une compétition, pour faire un regroupement. Si je vous demande 500 000 francs, vous allez donner. Vous allez à ce moment-là dire, ouais, président, vous savez, c'est pour les jeunes et tout. Non, soyons parfois conséquents. J'ai demandé à ces différentes fédérations de m'offrir cette... comment dire, cette licence-là. La Fédération camerounaise de boxe que JP enseigne a été réceptive. Ils m'ont dit, ok, vraiment c'est bien ce que tu fais, on va abonder dans ton sens. La Fédération de MMA que Paul ici représente m'a dit la même chose. Je pense que les autres devraient leur emboîter le pas et qu'ils viennent s'entraîner parce que celui qui n'a pas assez de combats en main ne va jamais sortir. Et s'il n'est pas vu, il sera jamais, il va jamais sortir du pays. Et à vous, les médias, je vous en prie, ne nous traitez plus de mineurs. Venez aussi prendre... c'est pas ce que nous disons, hein. Si, c'est ça. Non, je n'accuse pas Estime. Bon, voilà, j'ai donc, dit, faisons en la sorte... preuve aujourd'hui, on parle... Voilà, mettons un peu de lumière sur ces enfants. Rapidement, et puis Paul va intervenir. Avec ces rapidement. Parce que ici, vos infrastructures,
Alors, Bessou, quand vous avez créé, je suis venu avec l'équipe nationale faire un test match chez vous. Ouais, c'était super. Voilà. Mais vous voyez ce que ça nous coûte. On part de Yaoundé avec l'équipe nationale, on prend un bus, on vient faire un test match chez vous pour rendre votre salle assez publique. Et c'est moi qui avais financé. D'accord. Et on est reparti. C'est pas moi qui devais financer, je ne suis pas un financier, je suis un technicien. Donc ça s'est passé. Et quand vous avez une salle, je vous ai dit tantôt, vous voyez quand les Francis, dont on parle, ils venaient s'entraîner à Neubel, et on devait les aider à rentrer chez eux, comme beaucoup d'autres enfants. Venir s'entraîner chez vous, il faut qu'il y ait un pôle d'entraînement chez vous, c'est-à-dire avec un entraîneur qui s'occupe des athlètes là-bas. Et comme ça, les autres pourront se déplacer pour compétir contre ceux-là. Mais si vous n'avez pas une base sur place et que les autres doivent se déplacer pour venir compétir chez vous, il faudrait des moyens. Il faut leur donner de l'argent pour venir compétir. Et ça, c'est un problème. Donc voilà pourquoi vous pouvez tout dire, tant on n'aura pas les moyens de les amener vers là, on pourra réorganiser. Voilà, d'autres facteurs aussi. C'est généralement des enfants des familles pas aisées qui font la boxe. Ce n'est pas les enfants qui jouent au tennis où ils doivent payer le mois. Non, chez nous, il n'y a pas de taux, les enfants ne payent pas. C'est pour ça que c'est des fonctionnaires qui sont affectés à cette discipline. Je suis fonctionnaire, j'ai mon salaire de l'État et je suis là pour encadrer la jeunesse. Voilà, ça c'est ma mission. Donc, je ne vais pas demander à ces enfants de me payer. L'État me paie déjà pour ça. Voilà. Alors, on va évoluer. J'ai deux questions pour Paul. Hein. Disons peut-être la première, avant de voir un peu ce qui nous concerne ici au Cameroun. La première question, quel peut être aujourd'hui, selon vous, l'impact du règne qu'a actuellement Francis Ngannou sur l'UFC? C'est vrai qu'il n'est pas le seul Africain au sommet. Il y a Kamaru Usman du Nigeria qui lui a conservé sa ceinture le week-end dernier après avoir battu par KO l'Américain Masvidal au deuxième round dans la catégorie des welter. Il défendait ainsi pour la 4e fois de suite sa ceinture de champion du monde des poids mi-moyens de l'UFC. On n'oublie pas aussi Israël Adesanya qui va défendre son titre le 12 juin face à Marvin Vettori dans la catégorie des poids moyens de l'UFC. Ngannou, Ousmane, Adesanya, c'est l'Afrique qui règne. C'est l'Afrique qui règne là actuellement sur l'UFC quand même. Oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Si on a suivi un peu comment l'UFC a été créé et quelles sont les bases, les pays qui, en principe, sont les fondements même de la discipline de cette façon-là. On compte notamment le Brésil, parce que c'est grâce à la famille Gracie que l'histoire se fait avec l'UFC, avec des particuliers. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir des Africains à la tête de certaines catégories. Et si on avait même la capacité d'en produire davantage, on aimerait même ravir tout. Parce qu'à un moment, ça a été le cas du Brésil. Le Brésil avait beaucoup de champions à l'UFC. Aujourd'hui, les Américains ont tout fait de les embêter dans plus d'une catégorie, ce qui fait que les Brésiliens tendent à disparaître des titres de champion à l'UFC. Et avec d'autres organisations qui de plus en plus flattent avec des montants colossaux, on a l'impression que peut-être des gars sont mal payés à l'UFC et d'aucuns quittent la maison. Mais ce qu'il faut relever ici directement est que la victoire de Francis dans cette catégorie reine, parce que c'est comme ça qu'on appelle les lourds, c'est la catégorie reine, donc c'est les plus grands, il n'y a rien à faire. Ça le met non pas seulement au niveau du titre de champion du monde comme les Kamaru ou même Adesanya, mais ça le met au sommet même de la pratique du MMA, dans l'organisation qui est la pionnière et la plus prestigieuse. Donc les projecteurs sont définitivement dirigés vers l'Afrique et particulièrement le Cameroun avec ce sacre. Tout à fait. Et un autre aspect qu'on pourrait négliger, c'est que Ngannou n'est pas le premier ressortissant du Cameroun
à être à ce niveau du MMA, c'est-à-dire champion du monde. Mais il est, à ma connaissance jusqu'à présent, l'unique à avoir gardé sa nationalité. Et parce qu'il faut le relever. D'aucuns sont champions, mais se retrouvent avec cette situation peut-être d'être plus italien que camerounais, ou alors plus américain que camerounais, plus suédois que camerounais, et même plus, on va dire, singapourien que camerounais. Oui. Voilà. C'est pour ça que je comprends, la presse internationale a dit la première pour un Africain. Oui, parce que contrairement à la polémique qui est souvent nourrie dans les réseaux, il est camerounais. Il est camerounais et il n'a pas eu de problème de nationalité. Voilà. Donc, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté. Et si le public a commencé à l'accueillir ou alors à le célébrer, je pense qu'on ne devrait pas se fatiguer. Il faudrait même s'enorgueillir. Parce que Ngannou a proposé pour un combat qui est à venir et qui est considéré comme le super combat contre John Jones. Il a dit s'il fallait faire ce combat, que ce soit en Afrique. Il a posé cela comme préalable. Et bon, ce n'est pas encore le combat immédiat. On attend que Dana White décide, Dana White, c'est celui qui est le président de l'UFC, qu'il décide finalement de quel sera l'adversaire, même si dans les coulisses on parle déjà de Derek Lewis, qui serait forcément le plus à même de combattre contre lui. Nous attendons des confirmations. Mais le combat qui est considéré comme le super combat de cette catégorie, c'est contre John Jones. Et Ngannou a dit que ça sera en Afrique. C'est une condition. Et tous les autres, les Nigérians, Adesanya et Kamaru Ousmane, dont vous parliez tout à l'heure, soutiennent ce projet parce que une compétition, un événement de cette envergure nous ramène dans les années 70 avec l'avènement de la boxe anglaise. George Foreman contre Mohamed Ali à Kinshasa. Et ça a redistribué les cartes sur le plan mondial de la boxe. Donc il est question aujourd'hui pour ces Africains qui ont le vent en poupe de redistribuer les cartes de la pratique martiale dans le monde. Parce que lorsqu'on citait les Africains, que ce soit dans les médias ou dans les films, il n'était pas rare que le noir soit celui qui meurt le premier, que ce soit le trouillard du film, que ce soit celui qu'on tabasse facilement. Et nous n'étions pas considérés comme des grands pratiquants d'arts martiaux. La preuve, lorsque nous parlons nous-mêmes d'arts martiaux, nous logeons les arts martiaux au Japon. Nous n'avons pas le courage de nous approprier les arts comme étant de l'Afrique. Avec cette manifestation, aujourd'hui, plus que jamais, tous ceux-là qui avaient une impression particulière sur les origines des arts martiaux se posent de nouvelles questions. Est-ce que ce n'est pas en Afrique que l'histoire s'y a véritablement commencé? D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose de coach avant que je pose la seconde question, oui? Je voulais revenir sur l'historique, je vais dire, des arts de combat, par exemple. Les Africains qui ont été champions du monde très tôt, on a tué l'un d'entre eux, qui bat Georges Carpentier pour être champion du monde, Madeline Siki, qui est champion du monde, il est tué en 29. Donc dans les poids lourds, parce que ça c'était la catégorie reine. Donc c'était les Européens qui régnaient là-dessus, et c'est un Africain. Il n'y avait même pas encore les Américains champions du monde. C'est un Africain qui est le premier, Madeline Siki, un Sénégalais, qui bat Georges Carpentier pour être champion du monde. Malheureusement, avec le racisme, il a été tué aux États-Unis. Et on l'a retrouvé avec des balles criblées de balles. Ouais. Donc, après, on a eu les Nigérians toujours. On a eu Kit Oben, qui était champion du monde dans la catégorie des poids corps. Et ensuite, Dick Tiger, dans les poids moyens. Donc, les Nigérians, les Africains ont toujours été au sommet des arts de combat, de boxe en particulier. Donc, les gars, nous, ne suivent que les traces de leurs aînés. Vous voyez aux Jeux Olympiques, finale 100 mètres, ils sont tous noirs, mais aucun n'est africain. Je veux dire, de nationalité. Oui, on se comprend. Voilà, on se comprend. Donc, tous sont noirs, mais ils n'ont plus de nationalité. Et je veux dire que c'est parce que nos pays ne mettent pas les enfants dans les conditions pour atteindre ce sommet. Et ils vont prendre la nationalité ailleurs et donnent la victoire à ces pays-là. C'est comme ça dans plusieurs disciplines. Le marathon, vous allez voir
le Qatar, le machin, c'est les Éthiopiens et les Kenyans. Oui. Voilà. Merci bien. Merci bien pour la précision. Ça permet de rectifier un peu ce qu'on pensait tout à l'heure. Vraiment rapidement, hein, parce que la parole est à Paul. Oui, en fait, cette histoire de nationalité, là, il faudrait à un moment donné qu'on la règle, parce que si on prend l'équipe nationale de football, il n'y a pratiquement aucun Camerounais dedans. Oui, ils sont tous des Portugais et des Français, des Allemands. Oui. Mais la victoire revient au Cameroun. Le président, l'autre jour, nous a dit, le jour de la fête de la jeunesse, qu'aller conquérir le monde et revenir bâtir le Cameroun. Or, parfois, pour entrer, pour aller chercher les informations, pour aller chercher les moyens pour revenir au pays, parfois on se trouve obligé de prendre une nationalité additionnelle qui ne fait pas de nous des étrangers. Hein? Ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, prenons un exemple, Eto'o, quand il gagne, il porte le drapeau du Cameroun, ce n'est pas le drapeau portugais qui met sur lui. Francis Ngannou, il a gagné là, mais c'est le drapeau du Cameroun qu'il met sur lui. La nationalité, c'est que des histoires de papier. Moi, je suis un Bouddha. C'est-à-dire que je peux devenir américain aujourd'hui sur papier, je peux devenir français, tout ce qu'on veut. Il faut à un moment donné que je justifie cette nationalité. Mais moi ici, rien qu'à me voir, rien qu'à m'entendre, on sait que je suis Camerounais. Et tout ce que j'ai déjà gagné à l'étranger, je suis toujours revenu investir ici. Dans cette histoire de nationalité, là, à double vitesse, où certains l'ont et les autres ne les ont pas. Et le lendemain, quand une athlète française gagne la médaille, au Cameroun, on la célèbre. Quand les Portugais gagnent la Coupe d'Afrique, on les célèbre ici, on les brandit comme des Camerounais. Mais il y a d'autres Camerounais aussi qui excellent ailleurs. Vous faites comment pour rentrer dans certaines administrations si vous n'avez pas cette nationalité? Tu fais comment pour rentrer à la NASA, par exemple, si tu ne deviens pas américain? Moi, par exemple, j'ai travaillé dans la haute administration française. J'ai travaillé directement au cabinet de Jean-Pierre Chevènement. J'ai travaillé au cabinet de Mme Elvise Avis, ministre des Sports. J'aurais fait comment, quittant mon Bafunda natal là, pour aller jusqu'à ces endroits-là. Et c'est cette expérience que là, aujourd'hui, 40 ans après, je ramène au pays. Parce que le chef Bafunda, à l'époque, quand je partais, m'a dit, JP, comme tu t'en vas là, si tu attrapes la panthère, n'oublie pas de ramener sa peau à la chefferie. C'est ce que le président aussi a dit l'autre jour, quand vous partez là, allez conquérir le monde et revenez bâtir le Cameroun. Mais il y a parfois des papiers dont on a besoin pour le passage. Donc ne nous mettez pas, ne nous jetez pas dehors. On vous a compris, oui. Jean-Paul Fondio. Je suis Camerounais, juste ce que je ne demande à personne. C'est-à-dire que je ne demande pas, et même moi-même, je ne peux pas refuser. C'est ma nature, c'est dans mon sang. Ok. On a compris. On a compris. Alors Paul, voilà, on parlait des 3 champions africains qui règnent sur l'UFC. Maintenant au Cameroun, la MMA, comment ça se passe? Nous sommes très heureux que finalement, on va dire, nous avons le soutien de la tutelle dans le ministère du Sport depuis 2018, parce que le MMA, ou alors les MMA, sont en quelque sorte en plein essor dans le monde entier. Mais c'est nouveau en tant que discipline. Quand on dit nouveau, ce n'est pas que c'est né hier, mais c'est que on parle de MMA que depuis les années 90. Ce n'est pas comme avec la boxe qui existe depuis très longtemps. Voilà. Donc, au Cameroun, principalement, nous allons dire que le MMA se pratique depuis 2012. Depuis 2012, avec des noms comme National Fighting à Yaoundé, qui parlait à ce moment-là beaucoup plus de multi-martial art. Mais avec le temps, nous avons mieux compris et la majorité des clubs découlent de ce qui s'est produit à Yaoundé entre 2012 et 2014, parce que nous avons commencé par ce qu'on a appelé le Fighting Show
promu par Maître Mandeng Bakadal. C'est là qu'on prend la source du MMA du Cameroun. À côté d'eux, il y avait un autre club, du moins qui existe toujours, en Kondongo, connu sous le nom de Ndandoum et Ibom. Donc, grâce à Maître Clément Kameni, je suis quitté de Douala pour me rapprocher de ces gens à Yaoundé pour un projet de kickboxing en réalité. Et c'est de ce projet de kickboxing que nous apprenons qu'il existe toute autre forme de combat qui est le MMA, et grâce à ces personnes qui vont nous coacher, nous allons ramener le MMA au littoral. Et aujourd'hui, Francis Ngannou particulièrement a ramené, non pas seulement dans le sens des projecteurs pour le Cameroun, mais il a ramené aussi les arts martiaux mixtes dans la zone de l'Ouest, notamment en créant sa fondation là-bas. Et dans le Sud, à Ebolova, il y a aussi une certaine animation du MMA. Aujourd'hui, nous avons évolué du fighting show pour un concept encore, on va dire, plus sobre, parce que dans le fighting show, nous faisions comme des professionnels sans en être. Aujourd'hui, les associations, on va dire associations déclarées comme telles ayant cet objectif, dans le développement ou la promotion du MMA, ces associations se regroupent en ce que nous appelons la Ligue nationale de MMA du Cameroun. Et cette Ligue de MMA a déjà fait une participation en 2018 au championnat d'Afrique, une deuxième participation en 2019, championnat d'Afrique nous parlons, le championnat d'Afrique IMAF, qui est l'instance de MMA amateur mondial. Et à côté de ces deux participations africaines, nous avons eu, toujours en 2019, avant que le Covid ne vienne bloquer tout, une participation au championnat du monde. Et nous ne sommes jamais rentrés les bras ballants. Au championnat d'Afrique de 2018, nous avons eu 2 médailles d'or. Méfiré Simplice et l'autre jeune dame, Zoa Alvin. Et en 2019, nous avons eu 4 médailles d'argent, notamment Bikim Steve, Makelenke Nadia, Ngono Lionel, j'oublie le cas, et Belomo Giscard. Donc voilà les 4 médaillés d'argent de 2019. Puis nous avons fait la participation en 2019 du championnat du monde des Bahreïn à Manama, où l'Afrique a obtenu sa première médaille amateur par le Camerounais Méfiré Simplice, dans la catégorie des 83 kg 900. Donc, fort de toute cette expérience, la tutelle nous a octroyé cette capacité d'organiser pour cette année-ci, 2021, un championnat d'Afrique, dont le championnat d'Afrique de MMA, connu aujourd'hui dans les réseaux sous le nom de AMOC, donc African Mixed Martial Arts Open Championship, qui se déroulera du 13 au 17 mai prochain. C'est l'occasion, oui, à Yaoundé au Palais des Sports, c'est l'occasion pour nous, cette fois-ci, de capitaliser un peu cette force médiatique que Francis nous apporte. Parce que le Cameroun ne va pas rester seul. Nous serons face à la France, nous serons face à la République tchèque, pour les pays venus hors des frontières africaines, parce que c'est un championnat open. Open veut dire qu'au-delà de l'Afrique. Vous avez dit que c'est un championnat d'Afrique? Oui. Open. Mais open. Oui, championnat d'Afrique open. Voilà. Donc, les pays africains, en plus du Cameroun qui participe, nous avons le Sénégal, nous avons le Nigeria, nous avons le Bénin, nous avons le Togo, pour ceux qui ont déjà confirmé leur présence, leur participation. Il est possible d'attendre d'autres pays, mais ceux-là combattront forcément pour des combats amateurs, parce que dans cette compétition, nous avons une partie amateur et une partie professionnelle. Nous serons face à un Tchèque pour la ceinture, parce qu'il y a 2 ceintures mises en jeu, pour la ceinture des 83 kg 900. Méfiré Simplice en professionnel. Méfiré Simplice combattra contre le Tchèque Francis Tchèque, on l'appelle František, à moins que je ne me trompe sur la prononciation. Et
Le protégé de Ngannou, Desmond Awa, que vous connaissez déjà très bien, coach, Tamonga, on va combattre dans la catégorie des 77 kilos contre le Togolais Zipli. Et ça sera pour l'autre ceinture professionnelle. C'est dire que le chemin de ce championnat d'Afrique a été construit primo par notre apparition au mois de janvier, le 23 janvier, à l'esplanade de Bonanjo ici, par une compétition de MMA, le CFC, c'était le CFC 11, et tout récemment à Bali, comme le Covid et les mesures barrières nous obligent à combattre ou alors à organiser souvent à huis clos. Nous nous sommes retrouvés au siège du Muay Thai pour le CFC 12. Et c'est fort de ces éléments de préparation que nous avons continué avec le stage externe. Et le stage interne, quant à lui, est prévu dès lundi prochain, si tout est mis en place. Le 3 mai. Oui. Du 3 mai au 13, qui est le début de la compétition, c'est-à-dire l'arrivée des délégations en principe. Oui, je voulais dire quelque chose. Oui, coach. Je voulais dire le MMA va vite progresser. C'était ça aussi le sens de ma question, hein, avec Francis Ngannou et autres. Est-ce que ça va véritablement décoller? Voilà, le MMA va vite décoller pour une simple raison. Le MMA récupère les combattants d'autres disciplines parce que c'est un mélange de combats. Il peut récupérer le judoka, il peut récupérer le boxeur, il peut récupérer le karatéka, ainsi de suite, le combattant de Muay Thai, le kickboxing, et en faire un combattant. C'est-à-dire que ceux qui ont été déjà préparés dans d'autres disciplines et qui ne se sont pas bien retrouvés là-bas peuvent se déverser au MMA, ou bien ceux qui ne se sentent, qui ont compris que c'est dans le MMA qu'ils peuvent être à l'aise, ils iront là-bas. Mais déjà préparés dans d'autres disciplines. C'est ce que je vois généralement chez les professionnels là-bas, dans les combats professionnels. Vous avez les gens qui veulent toujours faire le travail au sol, parce que c'est des judokas, parce que c'est des lutteurs à la base, et d'autres qui veulent combattre debout, parce que c'est des boxeurs, parce que c'est des karatékas au départ. Donc le MMA regroupe les combattants venus de plusieurs disciplines de combat. Et là, il peut donc avoir plusieurs combattants rapidement, plus facilement, et mieux évoluer. C'est dans ce sens que je voulais... Je voulais revenir sur... non pas avec un manque de respect, parce que le coach et moi, nous nous connaissons très bien. Et il sait l'estime que j'ai vis-à-vis de lui. Maintenant, en ce que je veux juste clarifier. Il est vrai, certains encadrants qui aiment les raccourcis peuvent procéder par cette forme de recrutement. Mais nous, à la Ligue nationale de MMA du Cameroun, nous sommes sous la direction ou alors sous la grande organisation de l'IMAF qui est pour le MMA amateur. Ça veut dire que nous sommes formés pour entraîner dans le sens du MMA. Parce qu'aujourd'hui, il y a des protocoles d'entraînement précis pour le MMA et ceci sans partir d'une toute autre discipline. Il est vrai que dans le MMA professionnel, il n'est pas rare de recruter ailleurs parce que dans la plupart des cas, les athlètes trouvent plus facilement de déboucher en tant que combattants de MMA. Et des fois, c'est même parce qu'ils n'ont pas bien compris leur discipline. Parce qu'en termes de salaire, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un quitterait la boxe anglaise pour venir, par exemple, en MMA, parce que sur le plan professionnel, la boxe anglaise paye plus que le MMA. Maintenant, lorsqu'on n'a pas atteint le haut niveau, alors lorsqu'on n'est pas dans l'organisation où on paye le plus, on va basculer parce qu'on n'a pas la patience d'aller jusqu'au bout de l'effort. Mais les MMA aujourd'hui sont en train de devenir progressivement une discipline complètement, on va dire, entière. Entière dans quel sens? Les protocoles de préparation ou alors de formation des coachs IMAF précisent que nous pouvons prendre un enfant de 4 ans et commencer à installer les premières techniques de base. Parce que les MMA, c'est quoi? C'est allier les sports de percussion et ceux de préhension.
C'est comme ça que vous pouvez définir ça. Donc il faudrait être capable de combattre comme un boxeur ou comme un karatéka, passer par des phases de lutte ou de corps à corps, aboutir au sol ou non, mais finaliser souvent par la clé à défaut d'un KO. Ou alors, soumission. Oui, d'une clé de soumission et tout le reste. Donc, ceci, lorsqu'on l'a bien compris, participe d'un entraînement particulier. On n'a pas besoin automatiquement d'aller piquer un athlète dans une discipline. C'est sur ce point que je voulais venir. Maintenant, il faudrait que les coachs formés soient patients pour avoir des athlètes de MMA complets et compétitifs. Quand le coach Monimo parle, par exemple, de ces athlètes qui sortent d'une discipline pour venir faire du MMA, on voit immédiatement leurs limites, comme il a signalé lui-même, c'est-à-dire celui qui viendra de la boxe et qui n'a pas ingéré toutes les techniques liées au combat de préhension aura toujours des difficultés, que ce soit au corps à corps ou alors au combat au sol. Dès qu'on le met directement sur le sol, on va essuyer le tapis avec lui. Parce qu'il n'a pas l'aptitude, ou alors il n'a pas acquis tous les mécanismes, il n'a pas eu le temps, parce que les techniques se construisent. Maintenant, l'athlète qui vient, par exemple, d'un sport de préhension, aura toujours cette maladresse dans les formes de percussion et tout, parce qu'il a passé peut-être 10 ans à apprendre à saisir, jeter au sol. Maintenant, il faudrait qu'il apprenne à se protéger et à frapper, alors qu'il n'avait pas pris cette habitude dès le départ. Il est bien que ceux qui se lancent dans l'encadrement du MMA se disent que la priorité, c'est de se former eux-mêmes au MMA. C'est-à-dire passer par des écoles et avoir des diplômes de coach de MMA. Ne pas venir dans le MMA en aventurier et expliquer aux gens qui sont experts en MMA debout et que d'autres nous disent qu'ils sont experts en MMA sol. Parce que nous avons souvent ce genre de personnes dehors, lorsque nous les rencontrons, qui veulent à tout prix nous faire comprendre que même s'ils ne connaissent pas le sol, ils sont coachs de MMA. Quelqu'un qui est coach de MMA, que cela s'entende ici une fois pour toutes, est quelqu'un qui est capable d'allier le combat debout, les phases de lutte et le combat au sol. C'est ça le MMA. Et lorsque vous n'avez pas ces aptitudes, vous êtes encore dans une forme d'amateurisme peut-être très grave et à la limite même, c'est dangereux pour ceux qui vous suivent. Parce que ceux qui vous suivent ne se rendent pas compte que chaque discipline a ses arcanes, ses principes. Et lorsque vous avez pris les principes de boxe, vous voulez les allier directement au MMA, vous ne vous en sortez pas parce que, vous allez voir, la garde n'est pas la même. La posture n'est pas la même. Un boxeur qui est propre en tant que boxeur et qui vient en MMA, vous le testez debout, il vous met KO. Même s'il ne connaît pas le sol, il vous met KO parce que vous êtes venu dans un domaine que lui maîtrise. Tout comme vous affrontez un lutteur, il va vous presser. Et pareil pour celui qui est dans d'autres sports comme le jiu-jitsu ou des formes liées au sol comme le judo et tout ça, il va vous nuire très facilement lorsque vous allez donner l'occasion. Par contre, le combattant de MMA devrait se sentir à l'aise dans toutes ces phases de combat. Et ça s'apprend désormais du plus bas âge, jusqu'à l'infini, puisque les compétitions IMAF, n'ont pas de limite d'âge, contrairement aux formes qu'on connaît du kickboxing ou alors du Muay Thai, où on vous précise que en tant que messieurs ou alors seniors, c'est jusqu'à 35 ans. À plus de 35 ans déjà, le médecin doit venir nous expliquer un peu si vous pouvez ou pas. À l'IMAF, le MMA amateur d'aujourd'hui, vous pouvez combattre jusqu'à 99 ans. C'est ce qui est écrit sur le papier. On sait très bien que ça ne sera pas possible. On sait très bien qu'avec la raison, toute votre raison, on but quand même, vous dites je ne peux pas. Mais on vous garantit, si le médecin vous a dit vous pouvez, vous allez le faire parce que vous n'avez pas seulement à recevoir des coups. Et autre chose que j'aimerais souligner. Oui, rapidement, on est en fin d'émission. Ceux qui pratiquent du MMA devraient le savoir. Dans les combats de MMA amateurs, avant l'âge de 17 ans, on ne donne aucun coup à la tête. Le cas où on n'est pas autorisé. Les slams, des formes de projection à risque, ne sont pas autorisés. Aujourd'hui, nous consommons plus le MMA qui est professionnel par le biais des médias. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'il y a tout un enseignement derrière. Les combats amateurs jouissent d'une protection sans pareil. Par contre, les combats professionnels où on a mis beaucoup d'argent, il n'est pas rare de voir des blessures, du sang, un segment brisé comme la dernière fois, des combats de samedi. Mais ça, ce sont des professionnels qui sont immédiatement pris en charge. Donc, il est très important
pour ceux des parents qui veulent orienter leurs enfants vers cette discipline, de comprendre qu'il faudrait les confier aux professionnels et surtout aux associations qui sont déclarées avec à leur tête des encadreurs formés. C'est très important pour nous. Merci. Peut-être un dernier mot, Jean-Paul Fondio. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à Francis Nganou? Je souhaite à Francis de gagner plusieurs autres... naturellement. Il y a d'autres titres après Non, je crois qu'il faut qu'il défende, qu'à chaque défense, qu'il gagne. Je voudrais profiter de ma présence sur votre plateau pour passer un message. Rapidement, ça va être très court. Le message, c'est lequel? Je vais prendre la métaphore de la bourse. Pendant la bourse, on se tape, on se casse, on peut même se tuer. Mais à la fin, on s'embrasse. Toujours. On s'embrasse. C'est quand on frotte deux silex qu'il y a l'étincelle. Et cette étincelle permet d'allumer le feu. Je souhaite qu'au Cameroun, l'étincelle qui est au nord-ouest, que cette étincelle nous serve à allumer le feu de l'amour et que la paix revienne au Cameroun. Coach Monyemo, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Francis Nganou? Non, une longue carrière et pleine de victoires. Il est encore jeune, il a de l'énergie, parce que le combattant qui, par exemple, Nganou, il gagne ses combats avant la limite. Donc, il a peu de runs dans ses bras. C'est-à-dire que si au bout de 10 combats, il peut avoir fait 20 runs, parce qu'il gagne 2 runs. Un autre, au bout de 10 combats, aura fait 100 runs, parce qu'il va au bout, à la limite, il gagne au poids. Et celui qui fait plus de runs sera usé. Nganou sera moins usé, donc il pourra garder le titre longtemps s'il continue à travailler dur. Voilà, on espère que le message est passé. Merci bien, messieurs, d'être venus parler des MMA ce soir. Et évidemment, les félicitations aux champions du monde, Francis Nganou. Merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, ma